Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. On a la chance une nouvelle fois d'être accompagné de Benjamin Mauger et on va parler crypto-monnaie et Donald Trump. Donc des sujets qui sont extrêmement d'actualité avec l'investiture qui a eu lieu aujourd'hui. Alors, avant que nous entrions dans le vif du sujet et que je laisse Benjamin se présenter en quelques phrases, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit pour ceux d'entre vous qui sont déjà connectés dans la fenêtre questions que le son fonctionne correctement et que la présentation est bien visible. Vous avez une petite icône, une petite bulle avec un point d'interrogation. Voilà, parfait, tout fonctionne. Merci à tous pour vos confirmations. Et alors, avant de passer sur l'avertissement, je te laisse peut-être quelques minutes pour te présenter, Benjamin. Alors, bonsoir à tous, hyper heureux de vous retrouver pour, je pense, le webinaire qui va être le plus fou qu'on va faire ensemble. Il s'est passé énormément de choses avec Donald Trump, j'ai tout screené pour vous, alors restez bien sur la vidéo et pareil si vous êtes en replay parce que là, il y a plein de choses à apprendre, énormément d'actualités à tel point qu'on n'a jamais autant retouché un webinaire pour être au plus proche pour vous. Moi, du coup, je suis dans les cryptos depuis quasiment 10 ans. Oui, on est en 2025, on peut le dire maintenant. Euh, je travaille un petit peu sur tous les protocoles et aujourd'hui, je viens vous présenter quels sont les cryptos préférés de Donald Trump. Et vous avez de la chance parce que parmi les 5 que je vais vous présenter, il y en a 4 qui sont sur IG. Donc, beaucoup d'opportunités dont vous pouvez profiter comme le nouveau président américain essaie de faire. Merci beaucoup. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, un petit avertissement. Je vous invite à le lire. Benjamin va partager tout simplement son point de vue, son analyse sur le marché et ce qui se passe en ce moment. C'est absolument pas des conseils ou des recommandations. Également, pour ceux qui nous rejoignent, et vous êtes très nombreux en janvier à le faire. Alors effectivement, hein, il y a les nouvelles résolutions, la prise en main de ses finances et puis également une actualité également qui est porteuse et qui donne envie d'investir. Alors avec IG, l'intérêt c'est que vous allez être accompagné d'un partenaire de qualité. On est présent à l'international depuis déjà plus de 50 ans, à Paris depuis déjà 17 ans et vous êtes sur un partenaire qui est régulé, réglementé en France. Ça, c'est extrêmement important. Il y a énormément d'arnaques avec des brokers offshore, donc soyez vraiment très vigilants là-dessus, d'être accompagné par un partenaire de confiance qui soit réglementé et qui ait pignon sur rue. Je te laisse la parole, Benjamin. Alors, on va avoir un petit programme très sympa aujourd'hui. On va voir un petit peu dans ce nouveau gouvernement de Donald Trump qui sont les représentants qui sont pro-crypto, donc qui vont avoir tendance à chercher à faire un petit peu moins de régulation, à promouvoir cet écosystème, à aller chercher des subventions peut-être. Ensuite, on va rentrer dans le détail avec le portefeuille de Donald Trump via son hedge fund. Et ensuite, on fera un focus sur Chainlink, qui du coup est l'une des cryptos qui se trouve aussi bien dans son portefeuille que disponible sur IG. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que ça va être une série de webinaires. En fait, à chaque fois, on va avoir un petit focus sur l'une des blockchains parce que je trouve ça très intéressant. On les a pas tout travaillé. On a beaucoup travaillé Bitcoin. On a travaillé un petit peu Ethereum, mais peut-être pour un prochain sujet, ça pourrait être sur Solana, parce que Donald Trump vient d'en acheter pour 500 millions. Donc peut-être que c'est très intéressant d'en parler. Moi aussi, c'est une crypto que j'aime beaucoup, mais qui est pas si simple à comprendre d'un point de vue technique. Et aussi, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les mettre dans le chat de cette vidéo ou bien en commentaire si vous êtes en replay. On les regardera et on les traitera. Mais voilà, je pense que le prochain, ce sera sur Solana. Et ensuite, on trouvera avec d'autres actualités, on pourra mixer. Et donc, ensuite, ce sera sur Chainlink pour ce soir. Du coup, dans Alors, j'en ce... profite, Benjamin, que tu aies parlé des commentaires et des questions. Ces webinaires, ils sont pensés justement pour être participatifs. Vous avez la chance d'être accompagné d'un expert, Benjamin, donc il est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, vous les posez à l'écrit et on vous y répond tout au long du webinaire. et du coup, peut-être question pour un petit peu mieux se connaître. Est-ce que vous avez déjà tradé des cryptos avec IG? Oui, non ou bientôt. Peut-être que ce webinaire va vous aider à investir dessus.
je crois que normalement on a un petit outil. Exactement. Vous allez voir que la question Oui. s'affiche à l'écran et vous avez juste à sélectionner votre réponse. Donc là, on a déjà 63 de répondants. Alors allez-y, n'hésitez pas, hein, c'est juste sur votre écran qu'on voit un petit peu, qui a déjà tradé, les cryptos avec IG. Alors pour le moment, on a, 67 de personnes qui n'ont jamais tradé les cryptos avec IG et 17 qui l'ont déjà fait et 17 également qui envisagent de bientôt le faire. Voilà. Donc, on a 75 de répondants. Donc, je te propose qu'on clôture. Yes. En tout cas, pour ceux qui ont voté non, n'hésitez pas à nous dire dans le chat quelles sont vos réticences afin qu'on puisse vous rassurer ou bien vous dire ah bah non, là très clairement, ça n'a pas du tout l'air d'être dans votre profil d'investisseur, c'est peut-être un petit peu trop volatile et vous avez totalement raison. Et là, il vaudra mieux aller sur des actions, des indices ou du forex. Sur les paires majeures, c'est quand même pas très très volatile et ça correspondra peut-être plus à votre profil. Du coup, un nouveau gouvernement, on va commencer avec le président et je vais vous présenter quelque chose de fou. Alors, Donald Trump avait déjà fait énormément de choses dans les cryptos, mais il n'était pas encore président élu, président à venir, il était simplement candidat. Donc, il a fait des NFT et ces NFT ont plutôt bien marché. Il a réussi quand même à maintenir en fait le prix de ces NFT tout au long de leur durée de vie. Alors, bien sûr, c'est plus bas que ce que ça a été au plus haut il y a quelques mois, mais on peut reconnaître que pour une collection de NFT, il fait partie des peut-être une collection sur 1 million qui ont survécu. Et notamment en fait ce qu'on pouvait gagner, parce que ces NFT sur le principe servaient à rien d'un point de vue artistique ou image, mais si on pouvait avoir des calls Zoom avec Donald Trump, des repas, des conseils et puis quelques goodies. Il a aussi monté des collections sur Bitcoin, donc il a fait des runes, donc ça c'est des produits un petit peu compliqués, des ordinals. Pour faire très simple, c'est qu'il a fait aussi des NFT sur Bitcoin. C'est pas exactement ça, mais il n'y a pas besoin de rentrer énormément dans le détail. Et ce week-end, coup de tonnerre, Donald Trump a lancé son propre memecoin, c'est-à-dire que c'est une crypto qui ne sert à rien et qui a juste pour but d'être un peu un collectible, une petite blague. Et là où c'est complètement fou, c'est qu'elle a atteint 70 milliards de capitalisation en 24 heures. Et ça, c'est jamais arrivé de toute l'histoire de la crypto. C'est complètement dingue. C'est rentré dans le top 20 crypto. Souvenez-vous, lors des derniers webinaires, on avait parlé de la crypto Doge. Eh bien, en 24 heures, il a eu 50%, donc la moitié de la valeur de Doge. Alors que Doge, ça existe, il me semble de souvenir, c'est 2014. Doge a 11 ans. Et ben voilà, lui, en 24 heures, il arrive à nous faire l'une des plus grosses cryptos du monde. C'est le plus gros lancement jamais enregistré, c'est de la folie. Et puis, on change pas une équipe qui gagne. Bah, si ça a marché sur le sien, il peut aussi lancer un pour sa femme. Et là, le token de sa femme a atteint 12 milliards de market cap et le top 100 crypto en moins de 24 heures, c'est vraiment du jamais vu, c'est de la folie. Et il faut bien se rendre compte, c'est une crypto qui n'a aucune utilité. C'est simplement, j'aime bien Trump, ça me fait rire, ou je pense que il va parler beaucoup de crypto et les gens vont investir. Là, on est sur de la pure spéculation. Il n'y a aucune promesse, aucune chose qui va être faite derrière. C'est du fun en mode investissement. Ok. Donc ça, c'est vraiment l'une des dernières slides du coup que je vous ai rajouté pour aujourd'hui parce que jamais j'aurais pensé qu'ils puissent lancer un meme coin pour rigoler le week-end de 48 heures avant d'être président. C'est vraiment de la folie et un petit peu, si vous voulez, les insides, ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va lancer des cryptos pour ses enfants. Alors, il y en a déjà une, mais qui a été lancée par son fils lui-même. Donc, elle n'a pas très bien marché parce qu'elle n'a pas été supportée par Donald Trump en lui-même. Mais voilà, c'est tout le monde se bat en fait pour créer un peu l'arbre généalogique de la famille Trump et essayer de deviner quel sera le prochain token. Ensuite, on a Elon Musk qui crée du coup le département de l'efficience gouvernementale et du coup qui reprend le signe de Doge qui est sa crypto favorite que vous pourrez retrouver ici. Et ça, c'est le logo officiel du gouvernement. Vous pouvez me dire, non mais Benjamin, c'est pas possible, on dirait que tu as fait ça sur ChatGPT pour générer une image, c'est complètement ridicule. Je vous jure que c'est vrai, même moi quand je l'ai téléchargé, je dis, bon, pas me croire, c'est pas possible. C'est
le logo officiel, voilà, du gouvernement, pour vous montrer un petit peu l'ambiance qu'on va avoir pendant ces 4 ans. Je pense qu'on n'est pas prêt, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Alors préparez vos popcorn et préparez-vous aussi au trading parce que ça a pas mal swingé. Si vous avez regardé un petit peu le cours des crypto-monnaies et même des actions, Alexandre partageait un tweet Alexandre Baradez qui est chez IG qui montrait du coup même la volatilité qu'on a eue sur les indices lors de son discours d'investiture, c'était très très impressionnant. Du coup, Elon Musk, investisseur crypto, investisseur NFT, il s'en cache pas du tout. Quand il en achète, il en partage directement sur Twitter et il est même du genre à aller dans les Twitter Space. Donc les Twitter Space, il faut imaginer, c'est comme une sorte de Zoom sur Twitter. En gros, un énorme Twitter Space dans le monde de la crypto, c'est 2 à 5 000 personnes. Et quand Elon Musk débarque sur des tout petits spaces comme ça, à chaque fois, il conseille des cryptos. Ça part totalement en vrille, mais c'est pour vous donner vraiment cette ambiance. On va avoir énormément de choses qui sont inattendues et il y a énormément d'opportunités. Alors après, c'est pas facile, hein. Je vous recommande pas d'investir sur des mêmes coins comme ça sur un coup de tête parce que déjà, il y a énormément de scams qui est fait autour. Quand il y a en gros le token de Trump qui est créé, en même temps, il y a vraiment des milliers, des millions, j'exagère peut-être, mais au moins des dizaines de milliers de tokens Trump qui vont être créés autour, en fait, simplement pour apporter de la confusion avec les investisseurs et qu'on achète le mauvais token parce qu'il y en a tellement, on ne sait plus retrouver. En tout cas, quand c'est sorti, même moi, j'ai galéré à trouver le bon pour pouvoir en acheter. Vraiment, c'est des choses faites pour les gens qui sont très initiés et donc prenez beaucoup de prudence et c'est pour ça que sur IG, il y a peut-être un petit peu moins de crypto que ce qu'il y a, mais au moins toutes les cryptos que vous avez, elles sont validées, on comprend ce qu'il y a et c'est pas quelque chose où vous pouvez perdre 100% de votre capital en quelques secondes, là où sur tout ce qui est memecoin et shitcoin, ça peut arriver. Alors bien sûr, on peut perdre tout son capital sur les cryptos, mais en quelques secondes, ça me semble hautement improbable sur les grosses capitalisations qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, du coup, Elon Musk, il est favorable pour le paiement en crypto. Il l'avait déjà mis chez Tesla. Alors, il l'a retiré parce qu'il pense qu'aujourd'hui, Bitcoin n'est pas assez écologique. C'est vrai qu'on peut encore s'améliorer. Pour une industrie, c'est déjà très bien. C'est plus de 50% d'énergie renouvelable qui sont utilisées pour le minage de Bitcoin. Et il aimerait un peu plus et c'est pour ça qu'il l'avait retiré. Mais il aimerait, sur Twitter, peut-être mettre le Doge comme monnaie de paiement. Et aussi, on l'a vu, c'est le plus gros influenceur Dogecoin, je vous en parle depuis tout à l'heure. Là, on va rentrer ensuite dans quelque chose d'un petit peu plus technique, peut-être des personnages que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, mais que vous devez connaître pour ces 4 prochaines années. Ça va être hyper important parce qu'ils vont avoir des décisions vraiment fondamentales, que ce soit sur la crypto, mais aussi pour ce monsieur qui est pour la SEC, qui va être sur le trading en général. Donc, l'ancien directeur Gary Gensler, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été extrêmement populaire, car il était anti-crypto et tout l'écosystème crypto était du coup contre lui. Il a été fired, du coup, comme son émission pour Donald Trump. Il a été viré avant même que Donald Trump soit élu. Alors, il a démissionné parce que Donald Trump a dit ce sera une des choses que je ferai le premier jour où j'arrive. Et du coup, c'est Paul Atkins qui a été élu. Il faut savoir que lui, il a déjà travaillé à la SEC de 2002 à 2008 où il était commissaire. Il est plutôt pro-crypto dans son cabinet de conseil. Il est plutôt souple. Il a dit qu'il allait un petit peu réduire la régulation. Alors, on ne sait pas trop. Et c'est un proche d'Elon Musk. Donc, intéressant de voir ça, à voir s'il va y avoir des choses à faire sur Doge avec ce monsieur, comment il va mettre en place la régulation crypto. Est-ce que ça va être plus dur peut-être sur les proof of stake qui sont du coup des tokens dits de securities, donc qui sont considérés comme des actions. Là où Bitcoin et peut-être Doge sont considérés un peu comme des matières premières d'un point de vue des États-Unis. Alors, tout ce que je vous dis, c'est à date d'aujourd'hui, parce que Donald Trump change tellement tout ce qu'on a pu voir avant qu'il faut se remettre un peu en perspective et peut-être que je dis dans 3 mois ne sera plus d'actualité. Donc là, il faut vraiment suivre l'actualité. Ça va être vraiment très important. Et je réitère ce que je vous avais dit dans le podcast qu'on a fait, Alexandre, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donald Trump aime les marchés techniques. Quand vous aurez des annonces, très souvent, ça va respecter les niveaux techniques. Alors les niveaux daily, hein,
les niveaux que vous aurez sur une minute en scalping, beaucoup moins. Mais c'est des marchés qui réagissent très bien à la technique, là où c'était un petit peu moins le cas dans le mandat de Biden. Je vais Ensuite, envoyer les liens en plus des vidéos dont tu parles, Benjamin. merci beaucoup. Là, il y a une personne à retenir qui est hyper importante. Donc, ces trois gars, c'est un peu son équipe tech de la Maison Blanche. Et donc, du coup, principalement, ils vont travailler sur IA, mais aussi crypto. Et David Ossak, ça va être le team leader et le conseiller au trésor de Donald Trump. Il est milliardaire grâce à l'IA et à la crypto. Et quand ce monsieur parle, Bitcoin monte. On a eu l'exemple très clair ce week-end. Donald Trump a fait une sorte de show avec, on a vu les YMCA, c'était très très fun. Il n'a pas parlé de crypto, mais quand David Ossak est venu à parler de crypto, tout de suite, Bitcoin s'est envolé de quasiment 10%. Donc, il faut faire très attention. Quand ce monsieur parle, les marchés bougent. Ensuite, on a Sriram Krishnan, désolé si je le dis mal, donc, qui est un ancien employé de chez Microsoft. Il a globalement travaillé dans toutes les big tech et c'est un investisseur tech et aussi dans la crypto. Donc lui aussi, il est de la partie. Et on a Scott Cupor, donc lui, c'est beaucoup plus crypto orienté puisqu'il était chez A16Z, qui est l'un des plus gros hedge funds crypto au monde. Et donc du coup, il est habitué à cet écosystème, il est habitué aux investissements, il connaît quasiment tout le monde. Je pense que par rapport à David Ossak, ce sera quelqu'un de plus discret, mais il va pouvoir promouvoir cet écosystème crypto auprès de la Maison Blanche, peut-être déclencher des investissements directement des États-Unis. En tout cas, je pense que ça va être plutôt l'homme de l'ombre qui va aller travailler avec tous les protocoles, là où David Ossak, il va plutôt travailler d'un point de vue, comment on pourrait dire, étatique, aller voir chaque État pour voir comment on peut mettre du Bitcoin, voire d'autres cryptos. C'est un petit peu ce qui est dit en coulisses en ce moment, que ce sera peut-être pas forcément Bitcoin au niveau des réserves fédérales et des réserves d'État. Est-ce qu'on a des questions jusque-là? Et j'ai pu voir aussi, j'ai pas eu le temps de noter son nom, en attendant que si vous posez vos questions, la nouvelle directrice du, je reprends tout de suite, du CFTC, donc qui est Commodities Future Trading Commission, elle est aussi pro-crypto. Et elle a été nommée là il y a quelques minutes. Est-ce que du coup, Maëva, on a des petites questions ou pas encore? Pas de questions pour le moment. En tout cas, j'en profite pour checker. Les marchés sont très très volatiles actuellement. Ça bouge énormément. Pour vous dire, plus haut de la journée, 109 588 et plus bas de la journée, 99 550. On a vraiment un gros range. Alors même si Bitcoin est volatile, cette volatilité, elle est quand même plutôt rare. Et c'est 100% sur Trump. Il n'y a pas d'autres événements qui justifient ceci. Alors, maintenant, on va pouvoir parler directement du portefeuille de Trump. Alors, je vous ai mis les grandes lignes de son portefeuille parce que bien sûr, il y a énormément de choses et il faut savoir que énormément de protocoles lui offrent des cryptos. Tout simplement pour se faire de la pub, pour être dans le wallet de Donald Trump et pour, avec un peu de chance, s'il envoie et qu'il en parle, notre crypto, elle va exploser. Ok? Donc là, je vous ai mis les 5 plus grosses qu'il a et on verra sur Solana, ça change un petit peu parce que si vous regardez le chiffre que je vous mets en haut, dans son portefeuille, il y a 314 millions de dollars en crypto, dont 165 millions de dollars en réserve qui vont être en stablecoin dont on a déjà parlé. Ok? Donc c'est pour ça que si vous voyez qu'il y a des gros trous, c'est parce qu'il a à peu près 100 millions de dollars en USDT et 65 millions de dollars en USDC. Donc sa plus grosse position, et d'ailleurs mon document n'est pas à jour, alors qu'on l'a modifié, je crois, à date de 14 ou 15 heures, il n'arrête pas d'acheter de la crypto aujourd'hui. En tout cas, bien sûr, c'est pas lui qui le fait directement, mais ses agents n'arrêtent pas d'acheter de la crypto et c'est en dizaines
2 millions de dollars. Donc, je ne sais pas si ça a beaucoup changé sur Ethereum, mais à 5-10 millions de dollars de plus, ce chiffre est à peu près juste. Par contre, il a énormément renforcé sur AAV et Link et on en parlera juste après. Donc, Ethereum, il en a pour 45% de son portefeuille, à savoir qu'il faut quasiment multiplier par 2 si on enlève ce qu'il a en réserve. Ok? Parce que c'est simplement des dollars. On pourrait, entre guillemets, l'exclure de son portefeuille. Le rang ici, c'est le rang de la crypto-monnaie par rapport à toutes les autres. Donc, Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie. C'est un layer one, c'est-à-dire que c'est une blockchain qui fonctionne toute seule. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé de Doge? Doge est une blockchain fille, ok? C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas toute seule. Elle a besoin de Litecoin. Et Ethereum, elle fonctionne toute seule. Et si vous voulez un autre exemple, AAV, du coup, n'est pas une blockchain, c'est un token qui fonctionne sur Ethereum. Et si Ethereum ne marche plus, est en panne, AAV, ça marche plus non plus. Ok? Alors que si AAV est en panne, Ethereum, il s'en fiche, il marche parfaitement. D'accord? Et c'est en proof of stake, on l'avait déjà évoqué, je vous invite à retourner sur précédent webinaire si vous voulez en savoir plus. Le gain du coup d'Ethereum en 2024, c'était 46%. Ensuite, il a des WBTC. Alors, c'est pas une erreur, il a bien des WBTC. WBTC, en fait, ça veut dire wrap, comme un wrap, une tortilla, quoi. Bitcoin. En gros, c'est des bitcoins qui sont utilisables sur Ethereum. Parce qu'il faut savoir que les blockchains, elles se mélangent pas forcément entre elles. Et si vous envoyez des bitcoins sur une adresse Ethereum, vos bitcoins, ils sont perdus à tout jamais. Vous ne pourrez jamais les retrouver puisque ça va envoyer sur un portefeuille qui ne pourra jamais être créé. Et c'est pour ça que si vous êtes assez novice, ça peut être un peu difficile de maîtriser tous ces outils avec les wallets, là où sur IG, il n'y a pas de wallet, et donc du coup, on ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas envoyer ces cryptos, donc on ne peut pas les perdre. Et c'est énorme, hein, le nombre de cryptos qui sont perdus par jour, hein, c'est en millions de dollars, tout confondu bien sûr. Donc ça, il en a pour 10 millions de dollars, mais pareil, je crois qu'on peut dire 15 parce qu'il en a acheté pour 5 millions tout à l'heure. Et du coup, ça fait à peu près 3% de son portefeuille. C'est la plus grosse crypto du monde et elle a pris 123% l'année dernière. AAV, du coup, c'est un protocole français, donc profitons-en, c'est Cocorico. Là où BTC, on ne sait pas. On suppose que c'est dans l'environnement américain, puisque les pseudos, à part Satoshi Nakamoto qui fait très japonais, tous les autres de l'environnement de Satoshi sont américains. Et Ethereum, c'est russe. AAV donc est un protocole français de pré-emprunt. Et c'est très simple. Il sert à quoi? Imaginons j'ai mes Ethereum, ils ne me servent à rien. Au lieu de rien en faire, je peux les prêter et toucher un rendement. Et pareil pour mes WBTC et quasiment n'importe quel crypto. Et à l'inverse, si je suis emprunteur, ça me permet de faire de l'effet de levier. Imaginons que je veux acheter plus d'Ethereum, mais je n'ai pas d'argent. J'ai simplement des Ethereum, mais que je veux garder parce que je pense que le prix va monter. C'est vraiment un exemple, hein. Je ne vous dis pas que ça va monter ou que ça va baisser. Je mets en gage mes Ethereum. Imaginons que j'ai pour 100 dollars d'Ethereum. Je les mets en gage. Je vais donc pouvoir recevoir, il y a toujours une décote, hein, pour que le collatéral soit en adéquation avec ce qu'on emprunte. Une décote, je vais avoir à peu près 90 dollars dans souvent de l'USDT ou de l'USDC qu'on a vu tout à l'heure qui sont des stablecoins. Ces 90 dollars, je vais m'en servir pour racheter des Ethereum. Voilà. Et du coup, je suis en levier, puisque si jamais l'Ethereum baisse et que du coup, la valeur de mes 100 dollars d'Ethereum arrive à 90 dollars d'USDC, la personne à qui j'ai emprunté les cryptos, elle va pas prendre le risque d'avoir une garantie qui est inférieure à la valeur du prêt. Et donc, du coup, le protocole, donc là, en l'occurrence AAV, va liquider ma position et rembourser l'investisseur. Donc lui, il n'aura rien perdu, puisque dès qu'on arrive à 90 pour 90, il est remboursé. Et moi, j'aurais perdu 10, puisque j'aurais emprunté et j'ai été liquidé. Et il y a un petit peu une amende. C'est comme ça que AAV se rémunère. Aujourd'hui, AAV ne prend pas de part de revenus, comme la plupart des plateformes DeFi. Elles prennent des
commission quand une personne est liquidée. Et donc en fait, ils vont pas vous liquider quand c'est à 90. Pour 90, c'est trop risqué parce que ça peut baisser encore plus. Ils vont vous liquider par exemple à 95. Le prêteur va récupérer ses 90 et AAV va se mettre 5 dans la poche. OK? Et c'est comme ça en fait qu'on incite les utilisateurs à ne pas se faire liquider, puisque s'il y a des liquidations en chaîne, c'est ça qui crée qu'il y a des énormes mouvements sur le marché. C'est à chaque fois quand il y a des liquidations. Est-ce que c'est un peu clair pour tout le monde? En attendant que je vous finisse la description. Donc du coup, c'est la 36e crypto la plus grosse au monde et elle fait partie du coup de la DeFi pour Decentralized Finance et elle a pris 187% en 2024. C'est bon, c'est très clair, Benjamin, on n'a pas de questions. Ok, on enchaîne avec notre sujet du jour qui est Link pour Chainlink. Ça, je vous en parle juste après à quoi ça sert, mais il en a pour 2 millions de dollars, mais je crois que du coup que c'est 7. J'ai vu sur Twitter, donc je ne suis pas allé regarder on-chain, que là, toutes les informations que je vous ai données, elles sont dans la blockchain, donc je ne peux pas me tromper, c'est public. On est sûr que c'est juste. Toutes ces cryptos-là sont bien dans le portefeuille du hedge fund de Donald Trump. C'est la 19e plus grosse crypto. C'est un oracle, je vous explique ce que c'est juste après. Et elle a pris 42% en 2024. Et alors ça, c'est le dernier ajout. Donc ça, je l'ai mis aujourd'hui aussi. Je n'ai pas pu le vérifier parce qu'on est en train de traquer son wallet Solana. Là où ici, on reste dans un environnement Ethereum, donc c'est très facile. Donc c'est-à-dire, il peut recevoir n'importe quel de ces 4 cryptos. Je vais pouvoir le voir avec un seul portefeuille parce que tout ça, c'est dans un portefeuille Ethereum. Or, Solana n'existe pas dans Ethereum. Alors après, on peut avoir du W Solana qui pourra être dans un wallet Ethereum, mais là, ça n'a pas de sens. Donc, je n'ai pas pu vérifier ce chiffre, mais je l'ai vu tellement de fois que ça me semble assez juste. Solana, du coup, 5e crypto la plus grosse au monde. Je pense que ce sera notre prochain sujet parce qu'elle est assez intéressante. Et il en aurait acheté pour 500 millions de dollars. Et ça a pris 164% en 2024. Et j'ai mis un petit astérisque pour faire attention. Elle est dans un autre portefeuille. Elle ne serait pas dans son hedge fund, mais peut-être dans son wallet personnel. Et ces 500 millions de dollars, ils tombent d'où? Ils tombent de la vente de ces tokens Trump que je vous ai présenté juste avant, où il a retiré dans les 70 milliards de market cap, il s'est pris un petit bonus de 500 millions. Voilà, pour la forme. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de faire le focus directement sur Link avec Chainlink et on va voir ce que c'est un oracle. Mais juste avant, je vais vous présenter Chainlink en quelques chiffres. Donc c'est sorti fin 2017, donc c'est en fin décembre. Ça a fait x100 depuis son lancement. C'est aujourd'hui 12 milliards de market cap. Par contre, pour 2,3 millions de CA annuels. Et là, ça me peine un peu. C'est-à-dire que si on voulait faire un PER, un Price Earning Ratio de Chainlink, il serait énorme, puisqu'il y a très peu de revenus pour une énorme market cap. Alors, ça ne veut pas dire que la crypto ne va pas continuer de monter, ça j'en sais rien. En revanche, soyez au courant que vous payez très 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 cher ces 12 milliards de market cap, puisqu'il y a aujourd'hui très peu de revenus. Pour vous donner un ordre d'idée, en général, une société, on va payer entre 5 et 20 fois, 25 fois ses bénéfices. Donc on va avoir 25 fois plus de market cap que de chiffre d'affaires. OK? Mais de résultats, pardon. Dans la tech, c'est beaucoup plus. Je me souviens que Tesla a eu pendant longtemps un PER entre 200 et 1000. Donc la tech, c'est un petit peu à part, mais là, il y a quand même une vraie décorrélation entre les revenus et la market cap. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et ça peut être un indicateur à suivre, puisque ça, vous pouvez le trouver gratuitement sur Internet avec Google. C'est pas très compliqué. Alors, peut-être si vous n'êtes pas très aguerri, ça va vous prendre 10 minutes, là où ça me prend 30 secondes. Mais toutes ces données-là, elles sont publiques. Donc, peut-être que ça peut être intéressant.
de regarder l'évolution de ce rendement. OK? Aujourd'hui, je vais vous expliquer du coup. Alors, voilà. En quoi en quoi correspond le fonctionnement de Chainlink? Il a deux fonctions. La traçabilité, donc suivre de manière décentralisée l'historique d'un produit. Et je vais vous en parler avec un cas concret très simple qui a été utilisé par Louis Vuitton. On ne sait pas s'il est encore utilisé aujourd'hui, mais c'était il y a 2 ou 3 ans. Louis Vuitton avait mis en place avec Chainlink tout un système de traçabilité avec des petits QR codes dans le sac qu'on pouvait scanner avec le téléphone et on pouvait retrouver des informations sur un site brandé Louis Vuitton. Mais toutes ces informations-là, on pouvait les vérifier on-chain et du coup, ça nous prouvait que les informations qui étaient mises étaient justes et elles ont été mises à telle date. Notamment, ce qu'on pouvait retrouver, c'est où ont été fabriquées les différentes parties d'un sac. Par exemple, on voit Made in France parce qu'en fait, le sac est assemblé en France, mais on va dire la anse, les poignets, les côtés du sac, peut-être les petits rivets, ils sont faits en Roumanie. Et donc, on pouvait tracer, ok, ça a été fabriqué en Roumanie et assemblé en France. On pouvait voir aussi l'origine de tous les cuirs. Ça vient de tel pays. Ça a été sourcé ici. Et c'était dans un but de plus grande traçabilité et plus grande transparence. Aujourd'hui, si vous voulez une petite anecdote rigolote, parce qu'on a déjà bien travaillé pour redescendre un petit peu l'atmosphère, euh, j'ai le dirigeant d'un grand groupe d'une boîte française qui code du coup plusieurs milliards de market cap. Et je lui disais, mais pourquoi vous n'utilisez pas la blockchain et du coup Chainlink, puisque Louis Vuitton l'utilise, et je ne sais pas encore, hein, ils n'ont pas communiqué sur le fait s'ils continuaient de l'utiliser ou s'ils ne continuaient pas. Il m'a dit, mon problème, c'est que plus de 50% de mon chiffre d'affaires est fait sur de l'adultère. Alors c'est pas 50% du coup des personnes qui le sont, mais il me dit, mes très gros clients, quand ils commandent des objets chez moi, c'est principalement pour des maîtresses et du coup, je ne veux aucune traçabilité parce que ça détruirait mon business. Voilà pour l'anecdote un petit peu drôle. Donc ça, c'est un cas d'usage de Chainlink, mais il est aujourd'hui très peu utilisé. En revanche, le cas d'Oracle, il est énormément utilisé et c'est ce qui fait aujourd'hui tourner Chainlink et c'est ce qui justifie sa valeur parce qu'il n'y a pas de vraie concurrence d'un point de vue Web 2, comme on dit, donc d'un point de vue Internet classique. C'est d'attester d'une information de manière décentralisée. Et donc là, on va faire un exemple avec du sport. Imaginons, je crée une plateforme de paris sportifs on-chain. Et donc, je la fais de manière décentralisée. Donc, une fois que je l'ai créé, que j'ai lancé le protocole, j'ai mis mon code, tout fonctionne. À la limite, je peux faire de la pub pour avoir des clients, mais je ne touche plus à rien. Comment je vais faire pour dire que, par exemple, le PSG a gagné contre Marseille? J'en profite pour un petit tag pour vous embêter. Eh bien, je vais sourcer de manière décentralisée plusieurs sources. Je vais regarder, tiens, le match il a été diffusé sur Canal+, quel score il me propose? L'équipe, qui est un journal, quel score ils ont publié? On va regarder peut-être aussi un concurrent, quel score ils ont affiché. SofaScore, c'est quelque chose que j'ai découvert simplement en tapant sur Google, c'est une appli qui vous met tous les scores du football. Et peut-être sur le site de la Ligue 1 McDonald's où ils vont publier le score parce que ça arrive parfois qu'il y ait des petites erreurs ou le stagiaire qui a fait une faute de frappe et donc on va multiplier les sources. Et ça, c'est fait de manière décentralisée et du coup, ça permet d'avoir une information sourcée de manière indépendante sans que personne n'ait eu le contrôle dessus. Et ça, c'est un peu une révolution. Et c'est ce qui fait que Chainlink vaut aujourd'hui 12 milliards. Ok. Est-ce que ça vous paraît clair pour tout le monde? Parce que je sais que c'est très souvent un cas d'usage très nouveau que vous n'avez pas l'habitude de voir parce qu'on vit dans un monde très centralisé où Canal+ met son score, l'équipe met son score,
Paris Sport met son score, la Ligue 1 met son score, et du coup, il n'y a pas vraiment d'entente entre ces différents médias. Très clair, on n'a pas de questions pour le moment. Ok. Alors, du coup, on va aller un petit peu plus loin dans ce monde des oracles. Donc là, j'ai pris un tracker de différentes cryptos et je lui ai dit, donne-moi toutes les cryptos qui sont données comme des oracles. Et si vous regardez, Chainlink, donc déjà top 17. En termes de volume, c'est le jour où j'ai fait le screenshot, 700 millions de volume et 12 milliards, bientôt 13 de market cap. Si on descend à son premier concurrent, on sort du top 100 crypto. En termes de volume, on est à 25 millions. Et en termes de capitalisation, on n'est plus qu'à 1 milliard. Donc ça descend très, 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 très vite. Et pour vous dire, autant P-Network, je connaissais. Ça, je connais pas. Ça, je l'ai vu une fois quand j'ai commencé la blockchain, mais c'était il y a très, très longtemps. Du coup, ça, en plus, c'est une blockchain qui est liée à Polkadot, dont on avait déjà parlé dans de précédents webinaires. Et de toutes celles-là, j'en connais aucune. Et c'est pas parce que je suis nul, hein. Vous pouvez demander à de nombreux experts, à part si c'est un expert qui est très focus sur les oracles. Je peux envoyer ce screen à tous mes contacts. Je pense que personne ne connaît ces cryptos à part les deux premières. Donc, Chainlink est sur une situation vraiment de quasi-monopole. Et pour vous dire, je n'ai jamais vu un protocole qui utilisait même P-Network. J'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser. Tout le monde utilise Chainlink. Ok. Si on est bon là-dessus, je vous propose d'aller maintenant sur le compte IG pour qu'on voit un peu la volatilité qu'on a eue ces derniers jours et particulièrement aujourd'hui parce que c'est assez intéressant. Et comme ça, on pourra voir un petit peu la plateforme et les différentes cryptos qui sont dessus. Alors, je vais couper mon partage et je reviens tout de suite. En attendant, si vous avez pu du coup nous donner des idées qui vous tiennent à cœur ou des choses qui font que aujourd'hui vous ne savez pas investir sur les cryptos, n'hésitez pas à nous dire. Vraiment, moi j'ai pas de limite sur les sujets qu'on aborde et mon but c'est de répondre à vos interrogations. Tout à fait. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à l'écrit, même quelques mots-clés, des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde. Donc, n'hésitez pas. Alors, on a une question qui est très pertinente, donc je vais la lire à l'oral. Est-ce qu'on peut alimenter son compte IG avec des crypto-monnaies? Donc, c'est quelque chose effectivement sur lequel on est en pleine réflexion. Pour le moment, ça n'est pas possible, mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, voilà, activement. Donc, sachez que c'est pas encore possible pour le moment. Vous avez la possibilité d'alimenter avec PayPal, avec Apple Pay, par carte bancaire et par virement bancaire. Et si vous le faites bien sûr par PayPal, Apple Pay et carte bancaire, c'est instantané. Donc vous pouvez tout de suite démarrer votre investissement. Autre chose très importante, on a énormément simplifié le processus d'ouverture de compte. Et donc aujourd'hui, vous pouvez faire votre demande et avec une pièce d'identité et un RIB, on peut activer votre compte dans la journée. Voilà. Alors, on arrive, on est dessus. Alors, du coup, le graphique de Chainlink, du coup, forcément, c'est monté ces derniers jours parce que je vous ai dit, il a renforcé sa position. Donc, la crypto s'est appréciée. Moi, j'ai un peu de mal à voir beaucoup de potentiel sur Chainlink, en fait, par rapport au risque. Alors oui, on pourrait retourner, si on regarde d'un point de vue graphique, éventuellement vers les 36, si on se prend un peu de marge, on se met aux 35. Mais en gros, pour 10 $, en gros, un petit peu moins de 50%, on a quand même un grand risque que ça retourne dans les abysses vers 5 $. Et faut pas oublier, on est dans un marché où il y a beaucoup d'euphorie. On voit même un président, et en plus c'est pas n'importe quel président, c'est le président de la plus grande puissance mondiale, lance un même coin. Donc là, on est un peu, c'est tout beau les cryptos, tout fonctionne. Quand on a des pertes, on retrouve très vite notre argent parce que tout explose.
il faut pas oublier qu'après, quand le marché est bien plus morose, c'est des mois qu'on attend avant que ça reparte, voire même des années. Et il se passe rien. Enfin, en gros, on peut dire, hein, ce serait pas déconnant. Imaginons, on est là, on a un petit niveau ici, on achète du Chainlink à 14. On l'achète ici. On voit qu'il y a eu double bottom. Allez, on achète. Bah, derrière, on est quoi? En 2022, avant de retrouver le 14, c'est fin 2023. On attend 2 ans. Donc, je vous recommande en tout cas d'avoir la plus grande prudence quand vous êtes sur des crypto-monnaies. On est dans une phase d'euphorie qui peut continuer. Moi, je continue à en acheter, mais j'y vais vraiment mollo. Je suis pas comme avant quand c'était entre 30 et 50 et même entre 55 et 75, on a eu un bon range où là j'y allais pleine balle. Là j'ai réduit de 50% mes investissements. Alors bien sûr, je gagne un petit peu moins en ce moment sur mes robots, mais le jour où ça va rebaisser, bah au moins j'aurai de la liquidité pour travailler. Et comme vous l'avez vu, Donald Trump, il a quand même quasiment 50% de son portefeuille en liquidité. Il n'a pas tout investi. Et chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que même si il a quelques cryptos un petit peu plus exotiques, à chaque fois, ça va être pour moins de 1% de son portefeuille. N'oubliez pas que ces grosses positions, ça reste quand même Ethereum, Bitcoin et après Aave, Chainlink et maintenant Solana. Il va pas mettre des 30% sur son portefeuille sur des cryptos entre guillemets qui n'existent pas, genre sur du P-Network qu'on a vu juste avant, qui est quand même top 106 crypto, bah, il met pas 30% de son portefeuille. Donc je pense que même en tant que président américain, on peut prendre cette leçon d'humilité où bah, il investit pas n'importe comment. Je trouve que son portefeuille, même si je suis pas d'accord avec tout, je trouve qu'il est assez sage. Alors bien sûr, dans un portefeuille crypto où il a énormément d'autres assets dedans. Hein. Faut pas oublier qu'il a mis que 300 millions de dollars. Hein. Alors Donald Trump, sa fortune estimée il y a quelques semaines était autour des 8 milliards. Donc en termes de proportion d'investissement, c'est tout petit aussi. Alors j'en profite Benjamin parce qu'on a Oui. quelques questions. On a une question déjà par rapport à la plateforme. Quel montant minimum pour commencer à investir chez IG? Chez nous, il n'y a pas de minimum. Donc si vous voulez vous lancer et mettre 50 € sur la plateforme, pourquoi pas? Attention néanmoins, parce que, il y a quand même, un certain taux de couverture et c'est sûr que moins vous serez capitalisé, moins vous aurez de choix. Juste pour vous citer un exemple, si par exemple vous voulez investir sur un contrat Solana, donc à 1 $ le point, aujourd'hui on vous demande 120 € de couverture. Donc ça vous permet quand même d'aller sur ces valeurs en étant quand même capitalisé de façon extrêmement raisonnable et de pouvoir commencer à diversifier. Parce que ce que disait Benjamin aussi tout à l'heure, et en référence au porte-monnaie de Trump, et ça c'est la clé, c'est la diversification. On ne met pas tous ses œufs dans les mêmes paniers. Donc c'est exactement ça. Faites bien attention à ça, de ne pas mettre tout le capital que vous avez sur votre compte sur une seule valeur. Il s'agit, voilà, d'aller vraiment diversifier de façon parcimonieuse. Deuxième question qu'on avait, ça c'est pour toi Benjamin, quelle serait l'évolution de l'Ethereum cette année selon toi? Ah, bah alors, déjà, faut savoir que je suis un peu fâché avec Ethereum. J'en ai déjà parlé dans des précédents webinaires et je vais essayer de vous faire une petite comparaison. Il faut voir que Bitcoin, si ça pouvait ressembler à un écosystème, ce serait l'écosystème Apple. C'est plutôt simple, un petit peu archaïque, mais ça fonctionne et il n'y a pas de bug. Ok? Je vous parle d'Ethereum juste après. Solana, ce serait un petit peu l'écosystème Android. Ça déconne un peu, les apps sont pas faciles à utiliser. Même Donald Trump, quand il a sorti la crypto de sa femme, il a cassé la blockchain pendant 24 minutes quand même. Il n'y a plus rien qui se passait parce qu'il y avait tellement de demandes que la blockchain ne fonctionnait plus. Et c'était en milliers de transactions par seconde. Vraiment de la folie. C'est comme si il y avait autant de transactions par seconde sur le réseau Solana qu'il y a de paiements en carte bleue faits dans le monde entier, pour vous donner une comparaison. Donc Solana, c'est facile de construire. Par exemple, construire un meme coin sur Solana, pas besoin d'être développeur. Vous allez sur des sites qui sont spécialisés, ça prend une seconde, c'est très facile, 10 secondes, allez, le temps de rentrer le nom du token et puis voilà. Ethereum, ça ressemblerait un petit peu à un écosystème Windows où en fait on a des surcouches avec des surcouches et à la fin on n'y comprend plus rien.
Alors, ça fonctionne, je suis d'accord, mais d'un point de vue technique, le fait qu'Ethereum fonctionne est un peu un miracle. Tout comme Windows, hein. Windows pourrait, pour ça qu'on a autant de bugs, c'est qu'il faudrait repartir sur une base neuve et on n'y arrive pas encore aujourd'hui et c'est ce qu'on devrait faire sur Ethereum. Donc je suis un petit peu fâché par rapport à ça. Ethereum aussi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est une securities aux États-Unis, donc considérée comme une action. Et donc à chaque fois qu'on a des gains, des récompenses sur Ethereum, c'est considéré comme des dividendes. Donc il y a un frein un petit peu à l'investissement autour de ça. Si je veux maintenant terminer sur du positif, Ethereum en ce moment, elle est un petit peu boudée. Pour vous dire, vous voyez, je l'ai même pas mis dans ma liste de favoris parce que c'est pas une crypto qui m'intéresse beaucoup, mais on peut aller la chercher. Ethereum, comme en ce moment tout le monde parle de Solana, Ethereum est un peu en marge. Alors après, si on regarde le graphique, globalement, ça va. Mais ça pourrait être beaucoup mieux quand on regarde Solana en daily. Vous allez voir que c'est quand même un petit peu plus sexy. Ça a quand même bien monté. Là où Ether, un petit peu plus dans le mal. Comme personne n'en parle, et qu'en général, c'est ce dont on ne parle pas qui monte, en tout cas à long terme, et ce dont on parle qui finit par baisser, c'est peut-être la seule chose qui pourrait me donner envie d'investir sur de l'Ethereum, mais en termes d'objectifs, j'en ai aucun. Comment je fais quand je travaille sur Ethereum? Parce que j'en ai un petit peu, déjà parce que j'utilise par exemple des plateformes comme Aave, ben, les frais je dois les payer en Ether, donc j'en ai, j'ai pas le choix. Ce que je fais, alors c'est très personnel, hein, je ne sais pas si ça fonctionne bien, en tout cas, moi ça me permet psychologiquement de bien fonctionner. C'est que je prends le graphique du Bitcoin et j'invente. Imaginons, on a envie d'acheter là et on se dit, bah tiens, ça va aller sur le top ici. Et bah ce que je vais faire sur Ether, pareil, je veux acheter là à 3300. Je sais pas du tout si ça va faire un triple top par rapport à un ici, puis là on va compter que c'est un autre et qu'on pourrait faire un troisième là. J'en sais rien. Vraiment, je ne l'analyse pas comme ça. En revanche, je vais me dire, dès qu'on aura atteint un double top sur Bitcoin, alors je coupe ma position sur Ether. Voilà comment je le travaille. Mais c'est vraiment très personnel et je l'ai pas fait assez de fois parce que je traite très peu Ethereum pour vous dire c'est quelque chose qui fonctionne dans le temps ou que j'ai beaucoup testé. Je l'ai un petit peu testé, mais vraiment mes trades long terme sur Solana, j'en ai fait moins de 10. Alors sur Bitcoin, je pourrais même pas le dénombrer. C'est peut-être en dizaines de milliers. Est-ce que du coup j'ai été assez clair dans ma réponse? Et je suis désolé si je vous déçois, mais et Non, Ether, non, je j'ai pense j'ai que vraiment du mal, hein. c'était très clair. Est-ce que vous avez encore, peut-être quelques questions, que ce soit sur le fonctionnement de la plateforme ou peut-être, sur quelques valeurs, hein, sur lesquelles vous souhaiteriez, l'avis de Benjamin? Est-ce qu'on a le droit de te demander, toi, Benjamin, la Ouais. composition, actuelle de ton portefeuille? Oui, bah c'est très simple, c'est 99% de Bitcoin. Allez, peut-être un peu moins parce que j'ai acheté du token de Trump. Mais ne me suivez pas, c'est du casino hein, sur ça. Mais moi, c'est quasiment que du Bitcoin. J'ai un peu d'Ether pour payer les frais. Alors, c'est un peu faux ce que j'ai dit parce que j'ai beaucoup de stablecoins sur lesquels je fais du prêt-emprunt, notamment ce que je vous expliquais avec Aave parce qu'il y a des bons rendements dessus. Et comme je pense qu'on n'est pas loin d'un top de marché, je vois dans la configuration actuelle qui change tous les jours et avec Trump et, et Musk, on est très très loin de nos surprises, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je pense que dans l'état actuel, Bitcoin pourrait atteindre 125 000. Du coup, pour moi, on est plutôt au top parce que je pense qu'en termes de bottom, on pourrait retourner vers les 60 000. Donc j'ai quand même une bonne partie en cash aujourd'hui. Et donc je dois avoir, je pense, 60-65% de Bitcoin, derrière 30% de stablecoin, et le reste, ça va être des petits trucs, dont des cryptos que j'ai gagnés. Parce que j'ai participé à des protocoles, je les ai gagnés, et je me dis, j'attends qu'elles explosent, et puis si je les perds, tant pis. Mais c'est quelques milliers d'euros, c'est pas grand chose. Mais au moins, elles m'ont rien coûté, à part du temps.
Alors, on a une remarque par rapport à ça, Benjamin, et Oui. le fait que tu sois positionné majoritairement sur le Bitcoin. On a quelqu'un qui nous dit: «Problème actuellement de marge sur le Bitcoin». De marge. Ah, mais ça doit être par rapport à IG. Là, je Bah, saurais alors, pas je répondre. pense pas parce qu'il y a pas de Ah, de changement de notre côté. Du coup, je me disais c'était peut-être autre chose que la couverture. Il y avait peut-être si vous voulez préciser, hein, la question, savoir si oui. vous parlez de la marge au sens de la couverture ou alors, au contraire, marge type, bénéfice ou ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer un cas d'exemple très concret. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de David Ossax? Là, on avait les cryptos qui se mettaient à baisser puisque lors de la grande convention que Trump a fait ce week-end, il n'a pas du tout parlé de crypto, il n'a même pas parlé de son même coin. Donc du coup, on attend, on est un peu déçu, tout le monde se met à vendre. Bon, ça remonte un peu, peut-être qu'il y a un peu de délit d'initié. Et cette bougie-là, c'est quand David Ossax arrive pour être speaker et qui se met à parler des cryptos et derrière on a explosé. Là, bah, le Bitcoin vit sa vie. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est discours d'investiture de Trump. Il n'a pas parlé de crypto. Et en plus, ses secrétaires ont publié sa ligne directrice qui tient en 2 pages. Vous pouvez la retrouver très facilement sur Google, je pense, mais sur Twitter encore plus facilement. Il ne mentionne pas du tout les cryptos. Alors, depuis 1 heure, je ne sais pas ce qu'il s'est dit parce que je suis avec vous, mais peut-être qu'il a dit quelque chose et là, ça fait remonter. Peut-être simplement le marché respire un petit peu après cette forte baisse et on a un pullback. Mais pour vous montrer des cas très concrets de prise de parole de ses conseillers ou de lui-même. C'est très très surveillé. Alors, on a, 2 questions, pour toi, Benjamin. Alors, une première, est-ce que tu as des noms de titres de sociétés, en relation avec, le Bitcoin, ou l'Ethereum? Finalement des sociétés sur lesquelles on pourrait investir sans être directement en position sur les cryptos, mais qui ont quand même, des portefeuilles, assez importants, là-dedans? Ça, c'est la première question et puis je te poserai la seconde après. Alors, je vais commencer par Coinbase. Ça pourrait peut-être faire l'objet pas d'un webinaire entier, mais d'un chapitre. Coinbase qui du coup, on pourrait dire, est une sorte de concurrent un petit peu d'IG. Alors c'est pas exactement les mêmes produits, mais c'est un exchange crypto qui du coup est coté sur IG, qui est maintenant une grosse société américaine et que vous pouvez trader, qui a tendance à suivre le prix du Bitcoin et vous rajoutez un facteur de volatilité de x3, x5 à peu près. Et on a aussi, là on a fait tout un webinaire dessus, MicroStrategy, qui est une société dont le but actuel est d'accumuler le plus de Bitcoin. Donc pareil, c'est du Bitcoin avec effet de levier naturel. Et vous pouvez aussi bien traiter, parce que je l'ai analysé pour vous, du Bitcoin que Coinbase ou MicroStrategy, parce que d'un point de vue frais, c'est pareil. C'est-à-dire que ça ne va pas vous coûter 3 fois plus cher de trader du MicroStrategy sur IG. C'est sensiblement les mêmes prix. Donc ça, c'est intéressant. Et dernière question pour terminer, Benjamin, que penses-tu du Ripple? Euh, c'est un peu difficile de répondre. On en a parlé un petit peu dans notre podcast avec Alexandre. Ripple, déjà, c'est une crypto centralisée, une crypto de banque qui communique très peu, sauf sur le fait qu'elle a le droit d'exister, parce qu'il y a eu de nombreux procès qui ont été faits à Ripple, qu'elle a fini par gagner, mais ça a mis du temps. Euh, Potentiel, mais étant très centralisée et très opaque, euh, pour moi, c'est une crypto de délit d'initié. Elle est très difficile à trader et à comprendre. Donc, si vous voulez, si vous avez une idée d'investissement comme quoi le secteur bancaire va se diriger vers de plus en plus de crypto, il faut acheter du Ripple. Et si et qu'ils vont utiliser Ripple, alors après ça, est-ce qu'ils vont utiliser Ripple ou pas, c'est un peu compliqué à deviner à l'avance, parce que dès que vous avez l'annonce, Ripple s'envole. Donc vous êtes un peu trop tard. Et si vous pensez que les banques vont plutôt rejeter les crypto-monnaies, alors il faudrait plutôt vendre Ripple. Ce serait un peu ça la grande idée, mais c'est une crypto qui n'est pas du tout populaire dans l'écosystème Web3. C'est vraiment une crypto de banque et limite Ripple se fait cracher dessus par toute la communauté. Tout le monde les déteste parce qu'en fait c'est une crypto
qui n'a pas la philosophie crypto. En vrai, ça pourrait être une monnaie de banque en fait. Ça n'a rien à voir à part que c'est sur une blockchain. Est-ce que j'ai répondu Parfait. à vos questions? Oui, 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 tout à fait, c'est très clair, Benjamin. Pour répondre aux personnes qui me demandaient pour, la couverture bitcoin, donc vous avez 50 de couverture sur bitcoin et en plus vous pouvez décimaliser, c'est-à-dire que vous pouvez prendre 0,01 bitcoin et comme vous avez 50 de couverture, ça veut dire que vous investissez sur, ce centième de bitcoin pour, à peu près 522 $ en sachant que l'exposition réelle que vous avez dans le marché sera donc 2 fois plus importante. C'est-à-dire que vous êtes exposé à hauteur de 1044 à peu près, mais on vous demande seulement 50% de couverture. Donc effectivement, c'est possible de le faire en étant beaucoup moins capitalisé que si vous achetiez aujourd'hui un Bitcoin complet dans le marché. Donc ça, c'était pour répondre aux nombreuses questions que j'avais, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient un petit peu confuses et qui pensaient qu'il fallait être très capitalisé pour aller sur le Bitcoin avec IG. Donc voilà, je vous rassure, à partir de 522 $, donc en euros, vous voyez, ça vous fait à peu près 502 €. À ce moment-là, vous pouvez investir sur le Bitcoin. Et puis, si vous allez, encore une fois, là, on parlait du produit CFD, mais on a des produits comme le Turbo, pour lequel vous pourrez décimaliser encore plus et investir pour une somme beaucoup moins importante. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous appeler au 01 70 98 18 18. On peut vraiment vous guider puisqu'il y a vraiment une chaussure pour chaque pied. Donc on va forcément trouver un produit qui vous permet d'investir sur le sous-jacent que vous souhaitez, mais qui est en accord, en adéquation avec votre budget. Je suppose, pardon, je propose, je suppose qu'on termine avec deux questions pour vous, comme ça vous pouvez aussi vous y répondre dans les commentaires sur YouTube. Alors, je vais commencer par peut-être la troisième, Maëva, si tu peux la mettre, si c'est possible d'un point de vue technique, parce que c'est la plus intéressante. Euh, Parmi les cryptos que je vous ai présentés, du coup, du portefeuille de Donald Trump, qui sont Bitcoin, Ethereum, AAV, Solana et Chainlink, laquelle vous paraît avoir le plus grand potentiel de croissance? Alors, bien sûr, on les a pas toutes vues. Solana, je pense que, comme je vous ai dit, ce sera le prochain euh, à travailler, la prochaine crypto qu'on va travailler ensemble. Mais voilà, dans l'esprit, les connaissances que vous avez aujourd'hui, ah, vous êtes très chaud sur Ether. Ok, c'est vraiment intéressant parce qu'en tout cas, c'est pas l'avis qu'on peut retrouver dans le Twitter Space et qui est très crypto, hein. Ok, donc ça se bagarre entre Ethereum et Solana. Je pense que vous avez plutôt juste. Je ne saurais pas laquelle va gagner, mais allez, si je veux mouiller un petit peu, moi je serais un petit peu plus pour Solana. Mais le fait que personne parle d'Ethereum et qu'Ethereum est un petit peu mis de côté en ce moment, ça m'a chauffé. Et c'est une idée que j'ai eue ce matin. Je me suis dit, tiens, Ethereum est vraiment en marge. Et en général, c'est quand on ne parle pas de quelque chose que ça explose. Par exemple, moi j'ai fait un très bon trade sur Solana que j'aurais aimé garder, mais j'ai réinvesti dans Bitcoin. J'en avais acheté à 30 $ que j'ai mis en prêt du coup à 30%, donc mon coût de revient était à 20 $. À cette époque-là, c'était très chaud, hein, parce que quand je les avais à 20 $, c'est descendu à 8, hein. Et à 8, tout le monde pensait que ça allait à 0. Et je les ai revendus à 120. Bah, aujourd'hui, on est à plus de 230. Mais c'était quand même un bon trade. Mais j'aurais bien aimé les garder un peu plus. Donc, oui, Solana, beaucoup de potentiel. Bitcoin, je pense aussi énormément de potentiel. C'est juste que c'est très difficile d'avoir le timing. Je pense qu'on aura Bitcoin qui va coter 1 million. Mais alors, est-ce qu'on sera encore vivant? Ça, j'en sais absolument rien. Mais mon projet de vie, en gros, c'est d'accumuler le plus de Bitcoin, mettre des robots qui font de l'arbitrage. Tous mes gains, je les conserve en Bitcoin. Et à terme, je voudrais prêter mes Bitcoins et vivre simplement de la rente de mes Bitcoins et jamais vendre mes Bitcoins. En tout cas, depuis que je fais ça, j'ai jamais vendu mes Bitcoins. Tous ceux que j'ai accumulés. Voilà un petit peu pour mon projet. Et on va terminer, si vous souhaitez, avec une question un petit peu rigolote pour vous aussi sur YouTube. Est-ce que vous pensez qu'un président qui va être président dans 24 heures, enfin qu'un président élu, a le droit, est-ce qu'il peut sortir un meme coin? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Tout le monde en parlait, tous les avocats.
en Ah, bah, parlait alors, tu sais sur que c'est LinkedIn. des commentaires qu'on a beaucoup eus pendant le webinaire, Benjamin, c'est conflit d'intérêts. Voilà, c'est revenu quand même 5-6 fois et des personnes qui étaient très surprises finalement de se dire que bah, ça avait lieu et que c'était possible. Voilà. Donc, Parce qu'il faut savoir qu'en plus, alors, on n'a pas les proportions exactes de qui a quoi, mais du coup, dans cette crypto qu'il a sorti, il a sorti que 20% des jetons. Il y a 80% des jetons qui vont être distribués à partir de avril. Et du coup, 80% des jetons qui, je pense, sont pour lui, ses enfants, sa famille et ses potes, hein, pour faire très simple, qui du coup valent 70 milliards de dollars. En 24 heures, je vous rappelle. Bon, ça a un peu baissé, ça vaut peut-être 50 milliards, mais on va dire qu'on n'est pas à 20 milliards près. Pour lui, on va pas le plaindre. Donc vous êtes plutôt contre. Intéressant. En tout cas, je pense que s'il l'a fait, c'est que c'est légal, ou alors que maintenant qu'il est président, en fait, il s'en fout, il risque rien. Je sais pas. On laissera les avocats s'exprimer. Il y a eu pas mal d'encre qui a coulé sur Twitter et sur les différents médias. Je pense qu'on est bon pour ce soir, Maëva. tout à fait. Merci beaucoup, Benjamin. Et comme tu le disais, il va y avoir de l'actualité, du Oui, mouvement, beaucoup de discussions et en tout cas, potentiellement, ce sera un mandat très animé et assez tonique sur les marchés. Merci en tout cas Benjamin une nouvelle fois. Je vous rappelle que vous retrouverez ce webinaire dès demain matin sur IG Academy en replay, bien sûr sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, vous nous laissez un commentaire sur la chaîne YouTube, vous nous appelez, vous nous faites un email info.fr@ig.com, vous nous appelez au 01 70 98 18 18 et surtout, eh bien, vous n'hésitez pas, hein, on est là pour justement aborder des thèmes qui vous plaisent et qui vous intéressent. Merci à toutes et à tous. merci, à bientôt.